Ah, voilà, pardon. Oui, excusez-moi, c'est presque plus un témoignage qu'une question, mais moi je suis diagnostiquée Parkinson depuis presque 4 ans maintenant. Ma grand-mère avait ce qu'on appelait une forme de sénilité, de tremblement, et ça ressemblait quand même grosso modo à un Parkinson aussi. Et le seul moment où elle ne tremblait pas, c'est quand elle brodait. Et elle nous a laissé des broderies fabuleuses. Du coup, moi, ça m'a donné une idée. Je me suis mise à l'enluminure. Et pareil, j'ai pas de problème, ni de respiration, ni de tremblement, ni rien, quand je pratique l'enluminure. Et puis d'autre part, je travaille dans la sculpture et je voudrais parler d'un livre qui passe souvent inaperçu, parce que c'est un peu de la vulgarisation, mais ça fait du bien. Ça s'appelle La beauté qui nous sauve. Et c'est un bouquin de quelqu'un qui intervient dans les facs et qui s'appelle, je crois, Pépin ou Dupin, ou un nom comme ça, que j'avais lu il y a quelques années et qui est vraiment formidable et ça peut sûrement aider d'autres personnes. Voilà. Merci de votre témoin. C'est extraordinaire ça. Alors le tremblement s'arrête à partir du moment où on est tellement concentré sur sur une enluminure ou où on fait un point de brodage. Alors, il y a deux explications, mais qui ne s'excluent pas. La première, c'est qu'effectivement, le tremblement dans la Parkinson, c'est un tremblement de repos. En tout cas, pendant un certain nombre d'années. Et donc, quand on fait quelque chose, il a tendance à disparaître du fait de la maladie, si vous voulez, de la physiopathologie de la maladie. Bon. Ensuite, quand la maladie évolue, le tremblement peut aussi être un tremblement d'action. Et à ce moment-là, peut-être effectivement, ce qui concerne votre grand-mère, madame, le fait d'être dans un meilleur contexte émotionnel, parce qu'elle créait des choses, de créer du beau, avait un impact sur sa symptomatologie motrice et donc réduisait le tremblement. Vous voyez, donc il y a deux raisons pour lesquelles. Mais ce que l'on sait maintenant, c'est que dans la circuiterie cérébrale, chez vous et moi, chez tout le monde, les circuits moteurs, les circuits cognitifs et les circuits émotionnels, motivationnels sont intimement liés. Alors, ça peut avoir un impact négatif, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on est un peu ému, on va être moins performant sur le plan intellectuel ou sur le plan, où les sportifs le savent bien, sur le plan moteur. Mais c'est aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand on est mieux sur le plan émotionnel, eh bien, on va être mieux sur le plan cognitif et mieux sur le plan moteur. Ce qui est vrai chez tout un chacun est aussi vrai dans la maladie de Parkinson et peut-être encore plus vrai dans la maladie de Parkinson. Alors, autre question, la 4, là-haut. Bonjour. Voilà, comme j'avais vu que vous aviez 4 projets aussi, je voulais simplement savoir si vous aviez entendu parler de WalkMe. C'est un projet par une start-up qui serait de Montpellier, qui permettrait aux personnes, par une stimulation au niveau du vestibulaire, de mieux marcher. Enfin, avez-vous entendu parler de ça? Je suis en train de regarder partout, à première vue, non. Parce que pour l'instant, il paraît qu'ils le mettent sur le marché, il est à 1 200 €. Donc c'est un peu cher quand même. Et alors attention. Ça me fait un peu peur. Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Toutes les thérapeutiques, dispositifs, médicaments, etc., bien entendu, pour que on en fasse état, qu'on puisse utiliser, il faut qu'elle en ait montré l'efficacité avec un haut niveau de preuve. D'autant plus qu'elle coûte cher. Oui, elle devait passer à l'assistance publique, je ne sais pas. Alors attendez, Florence, vous avez un élément de réponse. On va vous apporter un élément de réponse. Allez-y. Oui, nous connaissons cet outil, enfin cette proposition. L'association a répondu à l'entreprise qui vend ce produit effectivement assez cher. Des essais cliniques, des éléments qui nous permettent de voir l'effet. Alors, apparemment, de fait, il y a un effet, mais sur combien de temps, de possibles effets secondaires. Donc voilà, on a juste aujourd'hui demandé à l'entreprise des éléments complémentaires, comme il se doit, plus scientifiques. Excusez-moi, mais juste, c'est quoi? Parce que des essais... le dispositif. Le dispositif, c'est un système qui envoie une rythmique, non pas dans les oreilles, mais juste sur l'os, qui va faire une résonance rythmique pour permettre de dépasser des situations de blocage et de freezing. D'accord. Voilà. Bon, vous avez eu votre réponse. Merci, merci Florence. Numéro 3, question. Oui, je pense que je reste dans le cadre de vie, dans la qualité de vie. Je voudrais savoir s'il existe des avancées dans la recherche en ce qui concerne la douleur, tout simplement. Oui, c'est une excellente question. C'est un des domaines, évidemment, qui impacte la qualité de vie et la douleur. Il y a des essais cliniques qui sont menés en particulier en France avec l'équipe de Toulouse, qui a une étude qui est menée avec une molécule visant à améliorer les symptômes. Alors,
Ce sont des symptômes douloureux propres je ne parle pas des soucis d'ordre rhumatologique, c'est-à-dire qui surviennent chez tout un chacun, et qui peuvent être évidemment un peu plus marqués quand on a des soucis de blocage dans les personnes, par exemple, mais des douleurs qui sont liées proprement à la maladie, au déficit dopaminergique. Et donc, il y a des études en cours, effectivement, je vous dis, avec l'équipe de Toulouse, par exemple, oui. Donc, on en tient compte et on sait très bien que l'impact est majeur aussi sur la qualité de vie, bien entendu, oui. Autre question, la numéro 4. Oui, vous avez parlé tout à l'heure de l'effet de la méditation sur le cerveau, que ce soit dans d'autres maladies que le Parkinson ou dans le Parkinson. Est-ce qu'il n'y aurait pas une étude qui aurait été faite chez les religieux ou religieuses, que ce soit quelle que soit la religion d'ailleurs, ça peut être chez les bouddhistes ou chez les chrétiens, est-ce que ça aurait été fait ? Est-ce que quand on médite profondément toute la journée, quelle que soit sa religion, on a moins la maladie ? Alors, pour ce qui est de la maladie Parkinson elle-même, à ma connaissance, non, il n'y a pas eu d'études propres. Par contre, il y a des études menées avec de l'imagerie cérébrale chez les méditants, oui, et qui montrent effectivement la méditation modifie le fonctionnement cérébral. Effectivement, oui, il y a des bases neuroanatomiques maintenant pour mieux comprendre le substrat de ce qui se passe quand on médite. Et voilà, on en tire quoi alors ? On en tire, on sait les circuits impactés, mais c'est tout, quoi. On sait qu'il y a des circuits impactés, mais on ne sait pas ce que ça a comme conséquence. Non, mais ça change le cerveau en tout cas, ça c'est sûr. Oui. D'accord. Bon, la numéro 3. Oui, bonjour. Donc je voudrais porter 2 témoignages et une question. Les témoignages, tout à l'heure une personne a parlé de faire de la broderie. Nous avons également au sein de notre comité, je suis de Montpellier, de l'Hérault, une dame qui fait de la peinture sur porcelaine. Et elle fait ça extraordinairement bien, alors qu'elle tremble énormément lorsqu'elle fait, par exemple, même de la sophrologie. Voilà ce qui confirme ce qu'on disait tout à l'heure. Également, par rapport, on a également beaucoup de poètes, des personnes qui, le matin, se lèvent et nous font un poème comme ça, plus fort. On vous entend bien. Voilà. Et par contre, j'avais une question sur la voix, parce que le Parkinson touche beaucoup la voix aussi, et c'est au niveau de la qualité de la vie, c'est quelque chose de très dur. Nous, on a des amis qu'on n'entend absolument pas, et c'est très compliqué, ça leur coupe complètement de... Et je ne sais pas s'il y a des essais, s'il y a de la recherche là-dessus. Si, il y a l'équipe de Aix-en-Provence, Serge Pinto, qui travaille beaucoup là-dessus en France. Il y a des techniques, il y a une technique, la technique LSVT, qui a montré, avec un haut niveau de preuve, qu'elle est efficace. Voilà, donc comme l'a souligné tout à l'heure mon collègue Philippe Damier et puis le professeur Ouetto, la prise en charge rééducative orthophonique joue un rôle majeur pour améliorer cette somatologie et elle est efficace. Et elle est efficace quand on pratique cette technique ensuite, ce sont des séances avec, oui, je connais et qui se prolongent dans le temps. Il y a également une autre technique qui est la RPP, qui est la respiration pneumophonique, je crois. Mais je ne suis pas sûre qu'à terme, ça soit vraiment très efficace. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que la seule qui ait montré son efficacité avec un haut niveau de preuve, c'est la LSVT. Question numéro 1 et ensuite la 2. Allez-y, monsieur. Oui. Pour ce qui est du regard des autres, c'est quand même une question essentielle. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a intérêt à oser dire qu'on a une maladie de Parkinson plutôt qu'à la cacher ? Je vais poser la question aux deux. Marcelin, peut-être vous qui êtes en pleine étude là-dessus par rapport au regard. Est-ce qu'il faut plutôt en parler ? Oui. Après, c'est la manière dont on le fait, je crois, qui va vraiment impacter. Parce que quelque part, les gens ne se trompent pas trop sur l'évidence, sur les choses évidentes qu'on sait. Mais du coup, on ne voit pas bien les erreurs qui s'y situent chez ces gens. Le tremblement paraît quelque chose de... Voilà, tremblement égale Parkinson, par exemple. Rentrer dans ces idées reçues et travailler sur ces idées reçues, ça paraît important. Mais comment le faire ? Là, du coup, ça devient vraiment une question. Et trouver l'outil pour le faire. Mais oui, je suis d'accord, il faut vraiment en parler. Il faut, parce que actuellement, dans la phase de mon projet, je travaille sur... la présentation de témoignages de personnes vivant avec la maladie de Parkinson, évoquant des situations du regard. Et j'ai présenté ça pour le moment uniquement à mes collègues pour demander leur avis, puisque je ne suis pas encore dans la phase expérimentale que j'espère débuter très prochainement. Et le fait de voir cette vidéo,
ben, je sais que ça change quelque chose. Et je sais que là, l'impact est important parce que je leur montrer un film qui raconte ce que c'est la maladie, ce que ça provoque, qu'est-ce qui se passe au niveau cérébral. Quelque part, ils l'ont déjà entendu. Quand ils voient des personnes qui racontent, alors là, ils se disent « Ah ben tiens, je ne savais pas que ça pouvait faire tout ça ». Et puis finalement, je ne savais pas que les personnes, par exemple, le fait de sentir le stress monter par le regard des autres, qui va accentuer un symptôme moteur, ça, ben pour eux, du coup, ça leur a beaucoup parlé. Et je pense que donc c'est l'outil avec lequel on va travailler sur ce regard qui va déterminer certainement la réussite aussi du bon message. Alors, c'est une vraie question, Marc Vérin. Faut-il en parler? Faut-il se dévoiler en disant « Je suis malade de Parkinson, regardez-moi tel que je suis avec ma maladie ». Alors, l'entourage, soi-même et l'entourage, certainement. Pour ce qui est du milieu professionnel, par exemple, je serais moins affirmatif. Je ne crois pas qu'il faille tomber dans le travers de ce qui se passe aux États-Unis, où on dit toutes les choses, signé là, c'est dit, tout le monde sait. Non. Dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut faire, je crois, à façon. Il y a des circonstances où, oui, les choses peuvent être dites, parce que l'entourage est bienveillant et qu'on a intérêt à le dire, effectivement. Dans d'autres cas, ce n'est pas forcément nécessaire. Quand on est confronté dans le commerce, par exemple, avec des clients, on n'a pas forcément besoin de savoir que le client sache qu'on a la maladie de Parkinson. Vous voyez, je crois qu'il faut vraiment faire à façon. Et à mon avis, dans ce domaine-là, surtout pas être systématique comme on peut l'être aux États-Unis, ce qui peut être encore plus stigmatisant. J'ai des exemples précis je pense à un patient qui a un souci de maladie de Parkinson, qui fait des choses dans la marine, des choses très très, très belles. Il fait des très beaux bateaux pour le Vendée Globe, enfin, d'un très 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 haut niveau. Ce monsieur-là, il va très bien, il mène sa vie professionnelle parfaitement normalement, il ne souhaite pas que ses clients sachent qu'il y a une Parkinson. Et je respecte tout à fait ça. Voyez. Donc, en aucun cas, il faut être systématique, je crois. C'est vraiment à façon. Alors, question numéro 2. J'avais deux questions. D'une part, est-ce qu'on peut situer ces tremblements? Certaines personnes tremblent des mains et d'autres d'une jambe. Pour quelles raisons, pouvez-vous me dire? Alors la question, c'est certaines personnes tremblent des mains. Oui, et d'autres dans les jambes. Et d'autres des jambes. Est-ce que ça peut être... C'est une question plus de physiopathologie, on s'éloigne. Bon, il se trouve que dans le cerveau, il y a une représentation du corps, des pieds, des mains, de la tête, etc. Et en fonction de... Philippe, tu me diras si j'ai tort. Mais en fonction de... Philippe est un des grands chercheurs qui a travaillé là-dessus. Selon la dénervation, l'atteinte dopaminergique et la dénervation de telle ou telle zone des régions motrices, on va avoir des symptômes plus prégnants sur le membre supérieur ou le membre inférieur, etc. Donc, vous voyez, ça dépend de la répartition des lésions qui vont donner des symptômes différents selon les personnes. Alors, votre deuxième question. Alors, d'autre part, une deuxième question, c'est le problème de l'écriture qui disparaît totalement. Que peut-on faire sur le plan juridique, faire des documents, des choses très embêtantes? L'écriture manuelle. Alors, on a du mal un petit peu à comprendre en bas. Alors, moi, j'ai ma voix qui disparaît aussi par moment. Moi, je parle de l'écriture. L'écriture, quand on ne peut plus écrire, que faire? Oui. Ce qu'on appelle la micrographie, c'est quand les phénomènes akinétiques touchent l'écriture. Alors, ça peut se travailler aussi, c'est probablement moins simple enfin moins simple, si tant est que ce soit simple, mais c'est moins évident que de travailler la parole. Je parlais tout à l'heure de la technique LSVT. La micrographie est un symptôme qui répond un petit peu moins bien, je dirais, au traitement dopaminergique et autres que les autres genres de symptômes. C'est bête à écrire au moment où on prend les produits, peut-être. Pendant l'action plus forte du produit. Je crois que c'est peut-être mieux. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Non, pardon, je n'ai pas entendu. Oui, alors, je voulais vous dire qu'au niveau de l'écriture, quand elle disparaît totalement, vous n'êtes plus qu'un fil qui est totalement déstabilisé au niveau de l'écriture. Est-ce que quand on prend un traitement, 2 heures après, c'est pas mieux de se mettre à écrire? Je crois aussi.
On a malheureusement beaucoup de mal à comprendre ce que vous souhaitez dire. Donc peut-être, on va faire simple. On va prendre un relais. Madame demandait sur est-ce que la chronologie de prise, vous donniez des conseils pour les moments d'écriture, la prise dopaminergique, est-ce qu'il y avait des conseils C'est ça, madame, je crois. C'est ça. Pardon. Excusez-nous, mais il y a des fois, on a du mal à avoir le retour correct. Allez-y. Alors, bon, j'ai dit tout à l'heure que la micrographie est un symptôme qui résiste un petit peu au traitement dopaminergique, mais il est tout de même sensible. Et donc, effectivement, si l'on veut écrire, il faut l'écrire au moment où on est le mieux équilibré, c'est-à-dire au moment où le médicament agit le mieux. Hein. Donc, à l'acmé de l'effet du traitement, effectivement. Mais comme, je dirais, comme toutes les autres activités. Hein. Alors, idéalement, il faut que ce soit équilibré et que l'état moteur soit le plus stable possible dans la journée. Comme ça, on peut écrire toute la journée. Mais s'il y a des traitements péros qui ont des effets comme ça, qui sont phasiques, l'activité va être plus facile, effectivement, à l'acmé de l'effet du médicament. Alors, question numéro 4 au fond de la salle. Bonsoir. Ma sœur est malade et elle est en maison de retraite et le personnel n'est pas adapté pour la soigner. Je voulais savoir si on pouvait avoir des réunions pour que le personnel soit au courant de cette maladie-là. C'est une excellente question que vous posez là. Et il est vrai qu'il y avait le professeur Clanet tout à l'heure qui était présent. Et dans le cas du plan maladie neurodégénérative, il est une des actions qu'il faut... C'est notre rôle, le centre expert, de développer, c'est d'enseigner, de transmettre comment prendre en charge les symptômes de la maladie auprès des professionnels de santé. Alors, les moyens qu'on nous a attribués sont certes intéressants, mais un peu réduits. Et il est vrai que, si je prends ma région, par exemple, en Bretagne, on a créé un réseau de kinésithérapeutes formés à la maladie de Parkinson, un réseau d'orthophonistes formés à la maladie de Parkinson. Ça fait déjà beaucoup de monde, il y a 4 départements. Mais vous voyez, si on va jusqu'aux EHPAD, par exemple, il faut le faire, hein, c'est ce que vous soulignez, mais ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Donc on va le faire, mais ça va prendre des années. Mais il faut qu'on s'y attelle, et on s'y attelle, oui. Voilà, et vous allez avoir un autre élément de réponse de la part de France Parkinson. Donc on est bien conscient qu'on vous demande beaucoup et France Parkinson justement rentre dans une action importante d'envergure sur la formation professionnelle aussi et particulièrement auprès du personnel d'EHPAD. Donc notre programme de formation est bouclé, il se propose sur maintenant toute la France, donc n'hésitez pas justement auprès des directions d'EHPAD ou lorsque vous devez réfléchir à la sélection de l'établissement recevant votre proche, de leur demander s'il y a bien eu une formation à la maladie de Parkinson pour les personnes qu'ils se proposent d'accueillir, d'accompagner. Pour le coup, France Parkinson a donc cette formation à la maladie. Nos comités sensibilisent aussi les EHPAD à première demande, ou en tout cas comme on peut, puisque c'est assuré par nos bénévoles à la maladie de Parkinson, pour justement être l'entrée en matière pour après former le personnel. On a cette même démarche pour le personnel qui travaille à domicile, parce qu'on est bien convaincu que l'accompagnement ne passe que par cette connaissance de la maladie de Parkinson, tant bien sûr pour le malade, le proche, mais aussi pour le salarié qui, dans ce cas, ne se retrouve pas en échec et en difficulté. Allez, on va prendre, la dernière. 2 questions encore, parce qu'après, l'heure s'écoule, et puis je sais qu'il y en a qui doivent absolument rentrer chez eux. On va faire par ordre descendant. 3, 2, 1, on va faire, et après, ça sera fini. La 3, d'abord. Oui, alors je voulais d'abord répondre à la question de Jeanne-Marie, parce que j'ai reconnu sa voix, concernant les religieux, les études qui ont été faites sur la méditation et également sur la religion. Il y a un livre de Boris Cyrulnik, La psychothérapie de Dieu, aux éditions Édile Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, il y a eu des imageries également cérébrales qui démontrent qu'en effet, il y a des effets positifs sur les croyants, sur les religieux. Je m'adresse à présent au psychologue que vous êtes. Je voulais savoir s'il y avait des études qui étaient faites sur le syndrome du stress post-traumatique et la maladie de Parkinson. Parce qu'en effet, l'émotivité, les angoisses, etc., majorent énormément les symptômes, comme à présent, comme maintenant.
La question, c'est est-ce qu'un stress post-traumatique peut aggraver les symptômes ou avoir un impact sur les symptômes? C'est deux choses différentes. Voilà, je songeais, parce que je sais que j'ai des symptômes qui sont très majorés. J'ai été diagnostiquée en 2014 et mon Parkinson est très sévère, très majoré. J'ai eu des traumatismes, des chocs psychologiques. Et en effet, je suis sur la piste de la stimulation cérébrale profonde. Mais mon psychothérapeute me dit que c'est aussi psychosomatique lié au stress, au syndrome du stress post-traumatique. Et pardon madame, mais ne peut pas nous le dire devant tout le monde. Non, et puis on ne peut pas faire non plus de consultation. Non, mais est-ce qu'il y a des études qui ont été faites? Est-ce qu'il y a des études? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous avez, par exemple, pour l'hypnose, est-ce que vous utilisez, est-ce qu'on peut faire, on peut utiliser l'hypnose ericksonienne pour calmer ce genre de choses? Est-ce que vous, psychologue, vous nous conseillez une certaine méthode, la sophrologie, etc. Mais enfin, on parle souvent de Parkinson qui a été déclenché, qui était peut-être latent, mais déclenché par un traumatisme dans sa vie, un deuil, on en a parlé précédemment. Plus généralement, si vous voulez, pour répondre plus généralement, oui, le contrôle émotionnel et aussi motivationnel peut avoir un impact sur les symptômes de la maladie et améliore l'état moteur. Je disais tout à l'heure, si l'état émotionnel, c'est pas évident, mais si l'état émotionnel est bon, l'état moteur s'améliore. Donc là, les techniques qui peuvent contribuer à améliorer l'état émotionnel et motivationnel sont certainement bonnes. Encore faut-il le démontrer avec un haut niveau de preuve. Vous voyez, ça faut s'y atteler. Voilà, question numéro 2. Je crois que c'est la commission sciences humaines et sociales a parfaitement son rôle là, hein, de soutenir des études qui montreront ce type d'amélioration avec un niveau de donc preuve. 2 questions rapidement puisqu'on va s'arrêter, puisque l'heure passe. Allez-y. Monsieur Parkinson, vous l'entendez à ma voix, m'a coupé la chic. Et j'ai essayé la LSVT. Et il y a quelques années, ça a marché. Mais depuis, je n'arrive pas à trouver un orthophoniste qui puisse consacrer suffisamment de temps pour faire un cycle LSVT complet. Je rappelle que c'est une séance d'1 heure par jour pendant 4 jours. Et le tout pendant 4 semaines. C'est vrai qu'en plus, le métier d'orthophoniste, c'est un métier qui est vraiment, en perdition, dans le sens qu'on en manque, quoi. Il y en a pas assez. Alors à Paris, pour trouver quelqu'un, c'est vraiment épouvantable. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Malheureusement, monsieur, ce que vous dites est un constat, le métier d'orthophoniste. Je sais que les gens qui sortent des écoles d'orthophonie, ils sont à peine sortis, ils ont 25 postes qu'on leur propose parce qu'on en manque. C'est malheureusement un constat, comme certaines spécialités. Madame, ça sera la dernière question, et après je cède la parole à Didier Robillard. Une petite question rapide. Quel est le sexe ratio dans la maladie de Parkinson et dans l'étude que vous engagez sur les facteurs psychologiques, la vision de soi-même et la vision des autres, quel va être le facteur sexe? Parce que je suppose que quand on est une femme ou quand on est un homme, on n'aura pas la même vision de l'autre et la même vision de soi-même. Alors, Marcelin Dupart. Alors, le sexe ratio, là, je ne l'ai pas sur les personnes que j'ai interviewées. Mais comment ? En général, dans la maladie de Parkinson. Ok, en général, dans la maladie, il me semble que c'est 50-50. À peu près 50-50. Dans les répondants, je ne peux pas vous le dire parce que là, je ne l'ai pas en tête. Mais le facteur genre va évidemment être contrôlé parce qu'il y a pas mal de choses à regarder. Le genre, la durée, depuis combien de temps les personnes vivent avec la maladie, comme chez les personnes interrogées qui ne sont pas malades, mais qui connaissent quelqu'un qui a la maladie. Bah ça aussi, pour ça j'ai déjà commencé à juste regarder un petit peu et je vois que ça a déjà une incidence sur le regard qu'on porte à la maladie. Donc oui, il y a pas mal d'effets qui peuvent jouer sur le regard perçu et le regard même des personnes non malades, je pense. Merci beaucoup, Marcelin Dupart. Merci, professeur Vérin. À moins que vous ayez un mot à rajouter. Non, c'est bon. Merci. OK. Merci, professeur Damier.